Bonjour à toutes et à tous. Samuel tout à l'heure parlait des transitions. Alors là, elle n'est pas facile, hein, parce que là où Emmanuel Farah vous a parlé de millions d'années, moi je vais vous parler de milliards d'années. On va changer complètement d'échelle de temps pour vous parler donc du précambrien. Alors pourquoi parler du précambrien? Parce que très souvent, en fait, c'est une période de temps qui est peu enseignée. La plupart des enseignements se focalisant plutôt sur la période phanérozoïque. Pour diverses raisons, notamment en Europe occidentale. Vous savez que l'Europe occidentale, c'est le berceau de la géologie. Et que chez nous, eh bien, il y a peu de précambriens qui affleurent. Didier Ken en parlera probablement cet après-midi, de quelques affleurements précambriens de France métropolitaine. Mais d'une manière générale, c'est sur le phanérozoïque qu'on s'est concentré, sous la pression aussi des compagnies pétrolières. En tant que géologue, on est en lien souvent avec les compagnies pétrolières, et puis aussi sous les pressions des problématiques environnementales, qui sont de plus en plus importantes. En revanche, si vous allez dans l'hémisphère sud, si vous suivez des enseignements en Australie ou en Afrique du Sud, eh bien, vous aurez beaucoup d'enseignements sur le précambrien, puisque c'est là qu'affleurent les principaux cratons correspondant à cette période. Alors, vous résumez l'histoire de la Terre précambrienne, plus de 4 milliards d'années, en une heure, c'est pas facile. Je vais essayer quand même, mais on va brosser donc un certain nombre de choses. J'ai assez rapidement divisé l'exposé en 6 points. Le calendrier précambrien d'abord, parce que ces dernières années, il a beaucoup évolué. On a de plus en plus de datation, naturellement. Donc on arrive à avoir une échelle des temps géologiques qui s'affine progressivement, hein, et donc c'est important de parler un petit peu de ce calendrier. On parlera de phénomène qui est très très important évidemment et qui s'est produit très tôt dans l'histoire de notre planète, c'est la différenciation, hein, en différentes enveloppes, noyaux, manteaux, croûtes. On parlera de l'évolution paléogéographique. Vous connaissez toutes et tous les cartes paléogéographiques du phanérozoïque avec la Pangée qui se disloque, etc. Mais maintenant, on dispose d'un certain nombre de cartes paléogéographiques pour le précambrien, je dirais récent, depuis à peu près 2 milliards d'années. Donc on examinera ça en même temps que les aspects géodynamiques qui ont beaucoup évolué, hein, au cours du précambrien jusqu'à aujourd'hui. Le fonctionnement de la planète Terre a beaucoup évolué. Donc on en parlera. On évoquera également un certain nombre de roches roches sédimentaires caractéristiques du précambrien. Je passerai assez rapidement sur les différents bassins sédimentaires, mais sachez qu'il existait des bassins sédimentaires comme il en existe au phanérozoïque. On parlera ensuite des enveloppes fluides et du climat, à savoir les enveloppes fluides, bien sûr l'océan et l'atmosphère, qui ont des incidences sur le climat. Là aussi, ces enveloppes fluides avaient des caractéristiques très différentes de celles que l'on connaît actuellement, hein. Et d'ailleurs, on peut remettre parfois en cause, quand on parle du précambrien, du fameux principe des causes actuelles, hein. Et enfin, on terminera sur quelques aspects de la vie précambrienne. Alors, je ne vous parlerai pas de l'origine de la vie, hein, parce que d'abord, je ne suis pas compétent, et ça fait appel à des phénomènes géochimiques, donc je vous épargnerai l'histoire de la soupe primitive. Le calendrier. Le calendrier précambrien, eh bien, il commence évidemment à la formation de la Terre, et vous savez que la Terre s'est formée en même temps que les autres planètes et en même temps que le Soleil, donc tout ça écogénétique, à 4,567 milliards d'années, et on situe la fin du précambrien à 542 millions d'années, donc au moment de la radiation cambrienne, là où les fossiles vont être bien préservés, avec pratiquement tous les grands groupes que l'on connaît actuellement. Donc on a une durée du précambrien qui est un petit peu supérieure à 4 milliards d'années. Donc c'est une durée évidemment considérable, qui est assez fascinante d'une certaine manière, et qui est divisée ici donc en 3 grands ensembles qu'on appelle des éons, hein, l'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque, avec une limite Adéen-Archéen qu'on situe en principe, mais ce n'est pas un bon critère, aux plus anciennes roches crustales connues. Ce n'est pas un bon critère parce que c'est un petit peu comme en paléontologie humaine, chacun essaye de trouver la roche la plus ancienne, hein. Donc à chaque fois, cette limite Adéen-Archéen a tendance à reculer dans le temps, mais en gros, elle est entre 3,8 et 4 milliards d'années.
C'est à peu près l'âge... Alors vous voyez qu'on a des fourchettes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. On a des fourchettes de 200 millions d'années ici, à propos de ces limites. Et puis il y a une autre limite importante sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus tout à l'heure. C'est la limite archéen-protérozoïque qui est située là aussi approximativement à 2,5 milliards d'années. Qui est une limite très importante, où on enregistre en fait des changements majeurs des conditions en termes de géodynamique aussi bien interne qu'externe. C'est par exemple le moment où le type de roche magmatique va changer, c'est le moment où l'oxygène va passer dans l'atmosphère. Et donc on a un changement majeur qui justifie en fait cette limite extrêmement importante ici vers 2,5 milliards d'années. Alors ce calendrier évidemment est maintenant affiné de plus en plus. Vous retrouvez ici un certain nombre d'échelles des temps géologiques. Alors cette échelle des temps géologiques, on appelle dans notre jargon la GTS pour Geologic Time Scale, elle est mise à jour tous les 4 ans. Et donc publiée. La dernière a donc été publiée ici en 2016 et on attend évidemment avec impatience l'échelle 2020. Gratstein et al, c'est les mêmes que Hogg et al, donc c'est toujours à peu près la même bande qui publie cette échelle des temps géologiques. Donc vous avez l'AD1 ici que l'on retrouve, où on ne trouve pas, donc c'est une période dans laquelle donc, on n'a pas de roche supracrustale bien identifiée, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ensuite, donc l'archéen, mais qui est divisé, vous le voyez ici, en néo, paléo, méso, néo, etc., avec des chiffres ronds. Ça vous indique qu'on ne sait pas très bien comment se diviser cet archéen. En revanche, à partir du protérozoïque, on arrive à avoir des subdivisions un petit peu plus précises, avec l'introduction ici d'un certain nombre de systèmes. Alors les systèmes, ce serait l'équivalent par exemple du Jurassique ou du Crétacé. Et donc on a ici par exemple le sidérien. Alors ces noms-là viennent du fait que le sidérien, bien, sidéros le fer, on trouve encore des minerais de fer rubanés qui sont caractéristiques de l'archéen, on en trouve encore à la base du protérozoïque. On a l'orosyrien par exemple, c'est une période, on en parlera tout à l'heure, où on a beaucoup d'orogenèse. Donc on a utilisé ces termes, ou encore ici le cryogénien, qui est une période qui va être marquée, vous le savez, par une grande glaciation, probablement d'ampleur planétaire. Et donc on utilise ces termes qui correspondent à des systèmes qui n'ont pas encore été subdivisés en étages. Donc on affine bien sûr cette échelle des temps géologiques à coup de datation qu'on appelait autrefois absolue, qu'il faudrait dire plutôt des datations isotopiques, qui permettent donc d'affiner progressivement cette échelle avec quelque chose qui est relativement précis maintenant à la fin du néoprotérozoïque, avec même la définition d'un GSSP. Les GSSP, c'est les Global Stratotype Section Endpoint. Un GSSP de l'Ediacarien, par exemple, qui est situé en Australie. Donc vous avez cette échelle des temps géologiques qui va être affinée. Alors il faut faire attention aussi parce que certains auteurs ont tendance à utiliser leur propre échelle de temps. Par exemple, Van Kranendonk, qui est un chercheur australien. Donc il faut faire attention d'utiliser une échelle de temps internationale et personnellement j'utiliserai donc celle-ci par la suite. Plus récemment, par exemple, Colin Goldblatt a introduit des subdivisions dans l'AD1, notamment autour de 4,5 milliards d'années, en considérant qu'à cette période-là, s'était formée la Lune, et il considère que la Lune c'est un événement important, ce qui est tout à fait vrai. Et donc il a introduit des nouveaux termes qui n'ont pas encore été validés. Donc on utilisera, en ce qui nous concerne, cette échelle des temps pour le précambrien. Alors ça démarre bien sûr avec la formation du système solaire qui vous est résumé ici. Vous connaissez tous cette image qui représente donc un nuage de matière interstellaire qui va se contracter, formation d'un protosoleil, d'un certain nombre de corps qu'on appelle des planétésimaux qui vont entrer en collision entre eux. Tout ceci va nettoyer l'espace et au final on va obtenir donc notre système solaire avec ce soleil et ces 8 planètes. Alors bien sûr il ne faut pas réduire le système solaire au soleil et aux 8 planètes. Il ne faut pas oublier la ceinture d'astéroïdes avec parfois des petites planètes au sein de cette ceinture comme Cérès. Il ne faut pas oublier tous les satellites des planètes
externe ou gazeuse. Il ne faut pas oublier tout ce qui peut y passer, les astéroïdes donc, qui se baladent dans notre système solaire, les transneptuniens, etc., etc. Donc le système solaire est un système qui est extrêmement complexe, avec de très nombreux corps, de tailles extrêmement différentes. Alors, en ce qui nous concerne sur Terre, il y a un événement important dont je viens de parler, c'est la formation de la Lune, qui vous est résumé ici. C'est le scénario qui est actuellement retenu quant à la formation de notre satellite. Vous savez que la Terre a cette singularité, c'est de présenter un satellite de grande taille, alors que les autres planètes internes ou telluriques ne présentent pas de satellite de grande taille. Et l'idée qu'on se fait, c'est que cette Lune résulterait de la collision d'un planétésimal qu'on appelle souvent Theia, avec une prototerre qui, vous le voyez sur les schémas, et c'est la réalité, j'y reviendrai, est déjà différenciée. À savoir qu'on a déjà un noyau métallique avec un manteau. Et que donc cette collision va produire évidemment des débris qui vont être éjectés dans l'espace, se recombiner et former la Lune. C'est actuellement le scénario qui permet d'intégrer toutes les contraintes qu'on a en termes de géochimie de la Lune. Vous savez qu'on a quand même récupéré plus de 380 kg d'échantillons lunaires grâce aux missions Apollo, et que par conséquent on a un certain nombre de données géochimiques qui permettent, qui s'intègrent bien dans ce scénario. Il y a également autre chose qui s'intègre bien dans ce scénario. Vous savez que la Lune a un tout petit noyau, relativement petit par rapport au manteau et à sa croûte. Et ce petit noyau peut s'expliquer par le fait que c'est essentiellement le manteau terrestre qui a été éjecté. Et on sait par ailleurs que les données isotopiques sur la Lune et sur ce manteau terrestre sont très proches. Ce qui fait que l'on a, disons, on va dire une certitude parce que personne n'y était, mais disons un bon ensemble de faits qui convergent vers ce scénario de gigantesque collision entre deux planétésimaux, la prototerre et Theia, à l'origine de la formation de la Lune. Alors, le système solaire est un système qui est évidemment extrêmement complexe, qui a été marqué donc dans ses premiers stades d'évolution par des collisions extrêmement fréquentes entre planétésimaux. Et pendant très longtemps, on a pensé que cette fréquence des impacts, vous savez ici donc la fréquence des impacts en ordonnée et le temps en abscisse ici, entre 4,5 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, on a longtemps pensé qu'on avait une décroissance exponentielle de sa fréquence des impacts. Et récemment, ça a été publié, si j'ai bonne mémoire, en 2006, donc c'est récent pour nous, surtout quand on parle du précambrien. En 2006, il y a un nouveau modèle qui a été publié, qu'on appelle le modèle de Nice, Nice comme la ville, tout simplement parce qu'il a été publié par des collègues de l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'OCA, qui est situé à Nice. Ce nouveau modèle d'évolution du système solaire est fondé sur une nouvelle étude de la cratérisation de la Lune. Vous savez que les astronomes considèrent que la Terre et la Lune ont une histoire commune en termes de cratérisation, c'est-à-dire que la fréquence des impacts a été statistiquement la même sur la Terre et sur la Lune. Le problème, c'est que sur Terre, les impacts très anciens ne sont pas préservés, ils ont été érodés, et donc on ne les retrouve pas, et donc on ne peut pas, à travers l'étude de la cratérisation de la Terre, avoir une idée de la fréquence des impacts. Donc on se rabat sur la Lune, qui est un astre qui est dans la banlieue immédiate de la Terre, et par conséquent, on a une bonne vision de la cratérisation qu'a dû subir la Terre en étudiant la cratérisation de la Lune. Et en faisant ça, ils se sont aperçus que vraisemblablement, il y avait eu une recrudescence du bombardement météoritique entre 4 et 3,8 milliards d'années. C'est ce qu'ils ont appelé le bombardement météoritique tardif, ou en anglais le Late Heavy Bombardment, avec une fréquence d'impact beaucoup plus importante. On estime par exemple qu'un impact avec un astéroïde de l'ordre d'1 kilomètre pouvait se produire tous les 20 ans. Donc c'est évidemment un cataclysme à chaque fois. Et par conséquent, si ce bombardement météoritique s'est réellement produit, il est vraisemblable que
la croûte qui aurait pu se former sur Terre aurait été détruite. Alors ça tombe bien parce que les plus vieilles roches, elles sont à peu près de cet âge-là. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de roches plus anciennes que, grosso modo, 3,8 milliards d'années. Par conséquent, ce scénario s'intègre bien avec les observations du fait qu'on ne retrouve pas de croûte terrestre plus ancienne sous forme de roches. Alors, ce bombardement météoritique tardif, il aurait été dû à quoi? Il aurait été dû au fait que Jupiter et Saturne seraient entrés en résonance, c'est-à-dire que Jupiter aurait fait 2 fois le tour du Soleil, alors que Saturne ne faisait qu'une seule fois le tour. Les astronomes nous expliquent, et je ne suis pas astronome, donc je ne vous expliquerai pas en détail, ils nous expliquent que ce phénomène aurait provoqué une migration des planètes. Ça ne gêne pas les astronomes de faire migrer des planètes. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne auraient été, au début de la formation du système solaire, plus proches du Soleil, et elles auraient migré en position actuelle, donc beaucoup plus éloignées. Et cette migration aurait provoqué une déstabilisation de la ceinture d'astéroïdes. Et c'est cette déstabilisation de la ceinture d'astéroïdes, la ceinture principale d'astéroïdes qui, je vous le rappelle, donc est située entre Mars et Jupiter, ces astéroïdes auraient été déstabilisés et se seraient dirigés en quelque sorte vers la partie interne de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle donc le modèle de Nice, qui expliquerait donc ce bombardement météoritique tardif. Donc c'est un phénomène important qui s'est produit et qui sépare finalement assez bien l'AD1 de l'archéen. Alors je vous disais que sur Terre on n'avait pas de cratère aussi ancien que ça. Effectivement, vous avez ici un des cratères les plus anciens qu'on connaisse. Il a seulement, si je puis dire, 2 milliards d'années, un petit peu plus, 2,023 milliards d'années. C'est le cratère de Vredefort, qui est situé au sud de Johannesburg. Et vous voyez donc ici sur une image Google Earth, on voit encore le rebord nord de cette structure. C'est donc un des plus anciens, mais on ne connaît pas de cratère plus ancien sur Terre. C'est donc à partir de la cratérisation de la Lune, je le répète, que l'on a pu établir ce nouveau modèle de fonctionnement initial du système solaire autour de ce bombardement météoritique tardif. Alors, en ce qui concerne la différenciation des enveloppes terrestres, donc qui est un deuxième point ici que je voulais aborder, c'est quelque chose qui s'est produit vraisemblablement très tôt dans l'évolution de notre planète. En particulier, un certain nombre de chercheurs se sont intéressés à la formation du noyau. Vous savez qu'au départ, on suggère que les planètes étaient homogènes, suite donc à cette phase d'accrétion, et qu'elles se sont ensuite différenciées en différentes enveloppes. La question qui était posée, c'est quand le noyau s'est-il différencié? Autrement dit, à quel moment, à partir de ce qu'on appelle souvent l'océan de magma, les gouttelettes métalliques se sont formées et ont migré par ce qu'on pourrait appeler ici du diapyrisme inverse vers le centre de la planète. Cette question elle a été résolue par des moyens géochimiques que je ne détaillerai pas ici, qui sont basés en particulier sur les isotopes de l'hafnium et du tungstène, qui permettent, quand on examine non pas les échantillons du noyau terrestre parce qu'on n'en a pas, mais quand on examine les rapports isotopiques de ces éléments dans des météorites ferreuses dont on pense qu'elles ont la même composition que le noyau terrestre, ou plus exactement que le noyau terrestre a la même composition que les météorites, quand on analyse ces météorites, on est amené à penser que ce noyau s'est formé seulement 30 à 50 millions d'années après la formation du système solaire. Donc une formation très précoce, très peu de temps après la formation de notre système solaire, ce qui vous explique que lorsque l'impact s'est produit, l'impact qui est à l'origine de la formation de la Lune, la Terre était déjà différenciée avec un manteau et un noyau. Donc une différenciation très précoce de ce noyau et de ce manteau. Les plus anciennes roches, maintenant si on s'intéresse à la croûte, à la différenciation et à la formation de la croûte primitive,
Les plus anciennes roches qui ont été identifiées en tant que telles, elles sont autour de 3,8, 3,9. Mais on connaît des gneiss ici qui ont un petit peu plus de 4 milliards d'années, mais qui sont simplement des enclaves dans d'autres roches plus récentes. On connaît également, mais c'est très contesté actuellement, des travaux qui ont été publiés en 2008, des roches à plus de 4,3, 4,4 milliards d'années, mais ce sont des roches mafiques qui ont été datées par des méthodes de type samarium néodyme et qui sont actuellement contestées, donc je vous suggère de ne pas le retenir pour l'instant. Donc les roches les plus anciennes sont souvent des gneiss, vous le voyez ici, que ce soit souvent des orthogneiss. Vous avez ici donc une image des gneiss gris d'Amitsoq. Souvent on parle de gneiss gris pour les premières roches de notre croûte terrestre. Et donc vous voyez des âges donc, de l'ordre de 3,8 milliards d'années qui affleurent bien dans un certain nombre de cratons extrêmement anciens. Donc souvent c'est situé soit au Groenland, soit en Afrique du Sud, soit en Australie. Voici un autre exemple de photos de ces gneiss gris qui m'ont été fournies par Jean-François Moyen, qui est professeur à Saint-Étienne, qui vous montre donc ici sur le craton de Barberton en Afrique du Sud, ces gneiss extrêmement déformés, comme vous pouvez le voir, et qui ont des âges archéens, très anciens. Alors ces premières traces de croûte sous forme de roche, elle se situe donc à la base de l'Archéen, mais on sait que de la croûte s'est formée avant. Et on le sait parce qu'on a trouvé des minéraux qu'on appelle des zircons, qui sont datés pour les plus vieux de 4,4 milliards d'années. Or, ces zircons, alors ce ne sont pas des roches, ce sont des minéraux, se forment au sein de roches de magma. Et ça signifie que ces zircons, qui ont 4,4 milliards d'années, mais qui ont été ensuite remaniés et retrouvés dans des roches plus récentes, ces zircons devaient appartenir à des roches constitutives de la croûte, à des granitoïdes par exemple, constitutifs de la croûte. Donc on sait qu'une croûte s'est formée vraisemblablement au cours de l'AD1, mais que cette croûte n'a pas été préservée sous forme de roche, peut-être, tout simplement parce que si ce bombardement météoritique tardif a vraiment eu lieu, eh bien cette croûte a été complètement détruite. Alors vous voyez que je manie le conditionnel, parce que, je ne vous ai pas dit, mais en 2017, il y a 2 papiers qui sont sortis et qui remettent en cause le bombardement météoritique tardif. Donc vous voyez que tout ceci n'est pas figé, non pas dans le gneiss, mais dans le marbre. C'est vraiment très hypothétique. Ce qui n'est pas hypothétique, c'est la présence de ces zircons. Alors les zircons, vous voyez, c'est un minéral, vous le savez, qui est un silicate de zirconium, qui est le minéral le plus résistant qui soit. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans le précambrien. Alors ici, c'est un zircon, vous le voyez, qui est automorphe, mais qui est tout jeune, il n'a que 90 millions d'années. Il vient du Turonien. Voici les zircons de Jack Hills. Alors, Jack Hills est situé en Australie occidentale. Il n'y a pas beaucoup d'endroits intéressants pour le précambrien. Il y a l'Australie occidentale, il y a l'Afrique du Sud et il y a le Groenland. Bon, il y a d'autres endroits, mais c'est surtout ces 3 cratons qui ont été très très étudiés. Et donc, on a pu identifier, dater ces zircons avec, vous voyez, une très bonne précision. Ici, 4404 millions d'années, plus ou moins 4 millions d'années, mais on en connaît d'autres qui ont ici un âge AD1, ça ici bien sûr ce sont les plus vieux, c'est celui-ci, et puis on connaît aussi d'autres grains de zircon qui caractérisent l'AD1, ça veut dire qu'il y avait déjà une croûte à l'AD1, mais qu'on n'en a pas de témoin sous forme de roche. Alors, ces cratons archéens sont représentés ici sur cette carte que j'ai empruntée à Hervé Martin, dont je vous suggère d'aller voir le site et les travaux. C'est vraiment le spécialiste français, avec Jean-François Moyen, de la croûte primitive. Hervé Martin est professeur à Clermont-Ferrand, je crois maintenant, évidemment il est à Rennes. Et donc, j'ai emprunté cette carte ici qui correspond donc aux cratons archéens qui sont en rouge, et puis tout ce qui est en jaune, bien, ce sont des terrains précambriens qui sont situés donc autour de ces cratons. Donc vous voyez qu'il en existe un certain nombre.
J'ai mis cette carte surtout pour vous montrer que chez nous, il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très focalisé sur le précambrien. Il faut aller donc au nord de l'Europe, donc au niveau du bouclier baltique, pour avoir ces terrains très anciens. Alors, quand on regarde d'un petit peu plus près la nature de cette croûte ancienne, et qu'on examine donc en termes de minéralogie la composition des roches très anciennes, eh bien on tombe ici dans le champ de ce qu'on appelle les TTG pour trondhjémite, tonalite, granodurite, c'est-à-dire un ensemble de granitoïdes. Je vous rappelle que les granitoïdes, c'est les roches magmatiques plutoniques qui présentent entre 20 et 60% de quartz. On tombe ici donc dans ces granitoïdes riches en quartz et en plagioclase et pauvres en feldspath alcalin. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fait absolument majeur. C'est que la croûte archéenne est constituée majoritairement par les TTG, alors que la croûte actuelle, vous le savez, hein, c'est les granites qui se forment au droit des zones de subduction. Hein, ce sont des granites sans strict, des granites calco-alcalins qu'on trouverait dans ce champ qui est ici, et non pas dans ce champ qui est là. En gros, les granites qu'on a actuellement, c'est un tiers de quartz, un tiers de plagio, un tiers d'alcalin. Et bien là, ici, on a une différence qui est significative et qui caractérise donc la croûte archéenne. Alors, ces TTG, elles ont des caractéristiques géochimiques qui sont bien sûr différentes, puisque la minéralogie est différente, la géochimie est différente, c'est la palissade, avec une des caractéristiques majeures, c'est le rapport potassium sur sodium, K2O sur Na2O, qui est évidemment beaucoup plus faible, puisqu'il n'y a pas de feldspath alcalin, ou peu de feldspath alcalin, que dans les granites sans strict, que ce soit des granites I ou des granites S. Donc c'est la caractéristique la plus importante de ces TTG. Alors bien sûr, ces TTG qui caractérisent la croûte archéenne, on ne les retrouve plus, ou peu, après l'archéen. C'est donc une caractéristique majeure de la croûte primitive, et bien sûr, il faut l'expliquer. Et l'explication, bien c'est Hervé Martin qui l'a suggéré, c'est que les conditions de température au niveau des zones de subduction ont beaucoup changé au cours de l'histoire de notre planète. La planète, au début de son existence, était chaude, et la planète, vous le savez, elle se refroidit progressivement. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Hein. C'est que vous pouvez expliquer énormément de processus par le fait que la planète était très chaude et que, progressivement, elle évacue cette chaleur. Et le meilleur moyen de l'évacuer, c'est au niveau des dorsales océaniques, évidemment. Hein, c'est là où le flux de chaleur est le plus important. Au niveau des dorsales, on évacue majoritairement cette chaleur. Et donc gardez toujours ça en tête. Et bien sûr, ici, sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est le géotherme actuel, le géotherme archéen. Donc c'est une figure que j'ai refaite à partir des figures proposées par Hervé Martin, et je l'ai mise à l'endroit parce que j'aime bien avoir la pression en bas et la profondeur en bas. C'est un peu inversé dans les trucs d'Hervé Martin. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que actuellement, ce qui se passe, c'est que lorsque la croûte océanique est subduite, elle va se déshydrater avant de fondre. Ici, vous avez le solidus de la croûte océanique qui est ici en vert. Solidus hydraté, ce qui n'est pas idiot, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'eau dans la croûte océanique qui rentre en subduction. Eh bien, vous avez donc actuellement une déshydratation suivie d'une fusion, alors qu'à l'archéen, compte tenu de la position du géotherme, la croûte océanique fondait avant de se déshydrater. Et ça change tout. Par ailleurs, vous voyez que la fusion se produisait à une profondeur beaucoup plus faible que actuellement. Autrement dit, vous voyez que ici sur ce petit schéma archéen, on a une fusion à une profondeur faible de la croûte avant qu'elle ne se déshydrate, alors qu'actuellement la croûte va fondre
à plus grande profondeur, et avant de fondre, elle va se déshydrater, fournir des fluides, et vous savez que c'est beaucoup plus facile de faire fondre une roche quand on y ajoute des fluides, et ceci va évidemment impliquer ce qu'on appelle le coin du manteau supérieur lithosphérique, et évidemment la composition des magmas formés dans ces conditions-là va être différente de celle des magmas formés au niveau de l'archéen. Autrement dit, c'est purement au départ une différence de température, une différence d'évolution du géotherme qui permet d'expliquer cette différence dans les processus magmatiques qui se sont produits à l'archéen et qui se produisent aujourd'hui. Par ailleurs, vous comprenez bien que sur une terre très chaude, pour évacuer la chaleur qui est très importante, il est intéressant d'avoir une grande longueur de dorsale. Donc on pense qu'à l'archéen, on avait de très nombreuses plaques. Plus il y a de plaques, plus il y a de dorsale. Et donc, lorsque la croûte océanique entrait en subduction, elle était encore jeune. Si elle était jeune, elle était chaude. Et donc, ceci évidemment génère une différence dont je viens de parler. Et donc, on va former ici, comme je viens de vous l'expliquer, des TTG, alors qu'actuellement, on a des croûtes vieilles, froides, qui vont, lorsqu'elles vont fondre, impliquer le coin de manteau supérieur lithosphérique, ce qui va conduire ici donc à des magmas de type calco-alcalin. Donc une différence en termes de géodynamique absolument majeure entre l'archéen et les temps qui vont suivre, c'est-à-dire entre l'archéen et le protérozoïque. Alors il y a une autre différence majeure en termes de magmatisme qui va se produire entre l'archéen et les périodes plus récentes, c'est l'existence de ce qu'on appelle des comatillites. Donc ce sont ces roches, j'en ai ramené un morceau si certains d'entre vous n'ont jamais vu de comatillite, ils pourront jeter un œil après. Les comatillites, c'est un terme qui vient de la rivière Komati, qui est située en Afrique du Sud, encore une fois, sur le craton de Barberton. Ce sont des roches qui ont été trouvées assez récemment, ça date de 1969 seulement, où ces roches ont été décrites pour la première fois. Ce sont des laves, qui présentent des cristaux très allongés, des cristaux aciculaires, essentiellement d'olivine et de pyroxène. Alors certains souvent sont transformés en amphiboles parce que ce sont des roches qui ont quand même souvent plus de 2,5 milliards d'années et qui présentent donc cette structure en cristaux aciculaires qu'on appelle la structure spinifex, qui vient d'une plante en fait qui s'appelle Trioda spinifex et qui présente des feuilles aciculaires comme ceci. Donc c'est de là que se vient ce terme de structure ou de texture appliquée à ces comatillites. Alors ces comatillites forment des grandes coulées, des coulées qui font plusieurs mètres d'épaisseur et qui présentent dans certaines parties bien cet aspect caractéristique, donc on a appelé la texture spinifex. Voici ici des photos de lames minces de ces comatillites où vous reconnaissez donc le caractère aciculaire de ces cristaux. On appelle parfois ça des cristaux squelettiques, qui sont très allongés et fins en général. Donc cette texture spinifex, vous voyez que c'est une lave avec une phase vitreuse au sein de ces roches. Alors ces comatillites, on les connaît dans l'archéen, et ensuite elles deviennent très très rares. Alors, on en connaît quelques exemples dans le Crétacé, mais ça devient, à Gorgona Island en particulier, mais c'est quelque chose qu'on ne trouve quasiment plus. Alors bien sûr, ces laves ont été beaucoup étudiées, et la question a été quel était le mode de formation de ces roches très particulières. Un petit rappel quand même, vous savez qu'actuellement la lave un petit peu caractéristique de notre planète, ce sont les basaltes, et que ces basaltes, qu'ils soient oléitiques ou alcalins, pour prendre les deux grandes catégories de basaltes majeures, proviennent de la fusion partielle, avec un taux de fusion partielle, Fp c'est la fusion partielle ici, un taux de fusion partielle qui peut être variable, et une profondeur de formation qui peut être variable avec des basaltes oléitiques formés au niveau des dorsales par décompression adiabatique à une faible profondeur, ou des basaltes formés par réchauffement isobare par exemple à des profondeurs plus importantes. Et dans tous les cas, la roche initiale, c'est la lertzolite, c'est-à-dire les péridotites mantéliques, et qui sont fertiles et qui donc par fusion vont donner naissance à ces basaltes, en laissant donc un résidu de fusion qui correspond à une harzburgite, c'est-à-dire un mélange d'olivine et d'orthopyroxène. Donc vous avez ce schéma actuel, et bien sûr il faut essayer de l'appliquer
à l'ancien, en considérant que le manteau était constitué de l'erzolite, ce qui est une hypothèse assez raisonnable. Ce qui est intéressant, c'est d'examiner d'abord la composition chimique de ces comatites. Elles ont une composition chimique tout à fait particulière, avec surtout, donc, vous le voyez ici, une teneur en magnésium qui est très très élevée, qui peut atteindre pratiquement, ici vous le voyez, 40% de magnésium. À titre de comparaison, un basalte, la teneur en MgO est comprise autour de 7%, 7-8%. Donc ici on a des teneurs en magnésium beaucoup plus élevées, et aussi on remarque des teneurs en nickel et en chrome, est également très très important. Pour obtenir de telles teneurs en magnésium, on est obligé de considérer que le taux de fusion partielle des lertzolites était beaucoup plus important qu'actuellement. C'est-à-dire que pour générer une comatite, il faut faire fondre les lertzolites avec un taux de fusion qu'on estime à plus de 30%, peut-être même 40%, voire 50% pour certains auteurs. Vous avez ceci qui est résumé sur ce diagramme, où vous avez la profondeur, et ici donc les taux de fusion partielle, donc 20%, ce serait le maximum qu'on connaisse actuellement, mais vous voyez que pour les comatites, on fait intervenir des taux de fusion nettement plus importants. Actuellement, c'est surtout les clinopyroxènes qui vont fondre, mais certains auteurs pensent que même l'olivine a pu fondre à grande profondeur, et donc serait à l'origine de liquides magmatiques très enrichis en magnésium. Là encore, un taux de fusion partiel élevé ne doit pas nous surprendre, compte tenu du fait que la Terre était beaucoup plus chaude. Donc la Terre était beaucoup plus chaude, donc on pouvait faire fondre plus facilement les roches à grande profondeur, et on estime que la mise en place des comatites s'est effectuée à une température de l'ordre de 1600 à 1800 degrés. C'est-à-dire qu'actuellement, par rapport au basalte, on estime que les coulées basaltiques elles se mettent en place autour de 1200 degrés, hein, c'est la valeur à peu près moyenne qu'on estime. Et là, donc, on avait une température beaucoup plus élevée, ce qui implique des laves très fluides. Vous savez que plus on augmente la température, plus le magma va être fluide, donc des laves très fluides, ce qui explique la grande longueur des coulées de comatite, bien que celle-ci ait été fortement érodée. On n'a que des reliques de comatite. Et ça explique aussi la structure spinifex. Pourquoi ? Parce que vous savez que lorsque ces laves se mettaient en place à 1600 ou 1800 degrés, elles se refroidissaient évidemment très brutalement. Or, vous savez que les cristaux, quand ils vont croître au sein de la lave, toutes les faces des cristaux ne croissent pas à la même vitesse. Et plus vous refroidissez lentement, plus vos cristaux vont être aciculaires, parce que vous exacerbez en quelque sorte ces différences de vitesse de croissance entre les phases des cristaux. Si vous prenez un magma qui se refroidit très lentement, toutes les phases vont avoir le temps de se bien croître, et donc vous allez avoir plutôt des cristaux trapus. Plus vous allez refroidir vite, plus vous allez avoir des cristaux aciculaires. Donc tout ceci converge évidemment pour montrer donc que ces laves sont tout à fait particulières et que leur structure, la longueur des coulées, etc., s'explique par une terre plus chaude, avec un taux de fusion partiel des péridotites mantéliques plus important. Alors, si on synthétise un petit peu ce qu'on a vu, eh bien, vous voyez qu'à l'Archéen, on a beaucoup de TTG, et qu'ensuite, leur proportion diminue très fortement, qu'on a beaucoup de comatites, et que, évidemment, ensuite, leur proportion va diminuer, et qu'en parallèle, bien sûr, on va augmenter ici la proportion d'andésite ou de granit, hein, c'est à peu près la même chose, c'est une lave et une roche magmatique, mais plutonique, mais c'est de composition pas très différente, et donc on va avoir ici, au lieu d'avoir des comatites, c'est pas indiqué sur cette diapositive, mais on aura davantage de basalte par la suite. Donc ceci s'explique par un refroidissement de notre planète. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Vous voyez que la chute des TTG et la chute des comatites est assez brutale. On aurait pu s'attendre, dans le cadre d'un refroidissement, à quelque chose de beaucoup plus progressif. Donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure. Alors, la mise en place de ces roches particulières a des conséquences d'un point de vue
de la tectonique et des déformations qui affectent les roches très anciennes. Vous avez ici une photo satellite d'une partie du craton de Pilbara, donc en Australie occidentale, où vous avez ces zones claires qui correspondent en fait à des dômes de TTG, donc des roches magmatiques plutoniques, et entre ces dômes, vous voyez ce qu'on appelle ici des ceintures de roches vertes. Ces ceintures de roches vertes qui sont majoritairement constituées par des comatites, mais aussi des basaltes, mais aussi des roches sédimentaires qui se sont accumulées au sein entre donc les dômes de TTG. Alors le schéma il est très simple, c'est très simpliste même ici sur cette diapositive. Vous avez les TTG avec une densité de 2,7, des comatites avec une densité de 3,3. Évidemment, comme elles sont au-dessus, c'est pas stable. Et par conséquent, on va avoir une tectonique verticale que vous savez, on appelle la saccduction, qui expliquerait ces structures très particulières de ceintures de roches vertes très allongées, coincées entre des dômes de TTG. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, comme la Terre était plus chaude, la rhéologie de la croûte était extrêmement différente. Donc actuellement, si on met en place des comatites à 2-3 au-dessus de notre croûte, vraisemblablement, on ne va pas avoir de la subduction. Donc on avait certainement une ductilité de la croûte qui était différente à ces époques-là en raison de la chaleur. J'arrive au troisième point à propos de l'évolution paléogéographique et géodynamique au Précambrien. Sur cette carte, qui est évidemment une répartition actuelle des cratons, vous voyez que les auteurs ont distingué 4 ensembles de cratons qui présentent des analogies. Alors c'est assez étonnant, vous voyez par exemple que ce qui est rattaché à Nunavuttia, le Nunavut c'est une région de l'Arctique canadien, vous savez, vous avez évidemment ces cratons en rouge ici, mais vous voyez qu'on en trouve sur tous les continents. Et il y a des cratons qui présentent des caractéristiques voisines de ces cratons-là sur tous les continents, ils sont majoritaires. Vous avez un autre ensemble qu'on appelle Superia, donc qui est situé ici dans la région des Grands Lacs américains, mais qu'on va retrouver par exemple au niveau du bouclier baltique en Russie et puis également au niveau du craton du Vilgarn ici en Australie occidentale. 2 cratons qui sont en vert, qui correspondent au craton du Cap Val qui est situé en Afrique du Sud et le craton de Pilbara qui est situé en Australie occidentale, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Valbara, Cap Val, Pilbara. Donc c'est un mot valise. Et enfin, il y a des cratons en mauve ici, on ne sait pas trop à quoi les rattacher. Donc ils sont un peu perdus dans cet ensemble. Alors, la question qui se pose aux gens qui font de la paléogéographie sont essentiellement des gens qui font du paléomagnétisme et des gens qui font de la pétrologie sur ces cratons. La question qui se pose, c'est, on a cette situation-là actuellement, mais quelle était la position de ces cratons au cours de l'Archéen et du Protérozoïque.